20h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Abandonné par sa famille, la mort l'a emporté sauvagement. Il s'agit du nommé Guy Goko, âgé de 52 ans. Son corps a été retrouvé ce jour devant le foyer Bangwa en Konsamba. Le 20h vous relate les faits. La rentrée scolaire 2022-2023 approche à grands pas et c'est à grands pas justement que les parents se rendent auprès des comptoirs au marché Mokolo de Yaoundé. Ce soir, le 20h vous décrit l'ambiance dans ce marché à quelques jours de la rentrée scolaire. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International et on en parlait en titre justement, le nommé Guy Goko, âgé de 52 ans, retrouvé mort devant le foyer Bangwa en Konsamba, c'est dans le département du Mungo. Selon plusieurs témoignages, l'homme aurait été abandonné par sa famille malgré sa maladie. Le récit des faits avec Samuel Baïra et Emmanuel Gomba. Dans l'indifférence, l'abandon aurait traîné à la mort. On soutient Kasseux, pseudonyme de Gingoko, débrouillard à 52 ans. J'ai appelé son grand frère à Douala depuis 3 jours. Je l'appelle. Il dit qu'il n'est pas dans la ville de Douala, il dit qu'il est à Yaoundé. Je lui ai dit que bon, même comme tu es à Yaoundé, envoie l'argent. On part avec Ngoko à l'hôpital. Il a dit qu'il va envoyer 30 000. Juste depuis le jour là, même 5 francs, il n'a pas envoyé. Sa dépouille est allée devant le foyer Bangwa de Konsamba, territoire du Mungo. À 15h samedi le 27 août, l'homme agonisant aurait poussé un dernier soupir. Voilà, il a commencé à cotiser, ça a donné 4500. Je suis resté à la maison, ma soeur est passée. Elle m'a dit que voilà, Ngoko qui est mort au foyer Bangwa. Le poids de sa maladie, plus fort que les efforts concertés des voisins, il tentait en vain, en lui offrant des rations, de le maintenir en vie. Le matin, il a acheté la bouillie, venu lui donner, il a bu. Le lendemain, aujourd'hui, ce matin, je suis encore revenu avec le spaghetti et le pain. Je lui ai donné. Il a mangé. Il m'a dit qu'il y a une femme qui est passée lui donner le pain chargé. Il a mangé. Sans un membre de sa famille, le cadavre de Gingoko déposé à la morgue. Le procureur de la République a instruit l'ouverture d'une enquête. Rentrée scolaire 2022-2023, c'est dans quelques jours et les préparatifs s'intensifient. Dans les marchés, c'est déjà la grande bousculade. Un constat fait au marché Mokolo à Yaoundé par Bénédicte Ngoma et Samuel Ebakissé. C'est un dimanche très agité au marché Mokolo à Yaoundé. Rentrée scolaire oblige. Les rayons de fournitures scolaires et les secteurs habits, chaussures sont les plus sollicitants en ce moment. Nous suivons Suzanne qui vient là préparer le retour en classe de ses 3 enfants. J'ai acheté quelques cahiers, quelques fournitures scolaires, 3 ardoises, un paquet de crayons, 4 bics, un paquet de craies. Après les fournitures, place à présent à l'habillement. Les enfants doivent être présentables le jour de la rentrée, malgré les enchères qui grimpent. Elle essaye de tirer son épingle du jeu avec les moyens de bord. Les choses sont chères. On y achète petit à petit. Les chaussures et les habits. Comme elle, plusieurs parents sont venus préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est le cas de Mélanie. Ma fille a fait le choix. Donc moi, je suis derrière, j'observe ce qu'elle fait, je paye. Je l'envoie sur le marché, elle va aller venir apprendre, tout juste. L'horloge tourne, les parents s'empressent déjà à ramasser leurs dernières économies pour assurer la rentrée de leurs enfants. Autre sujet, allons à Ngaoundéré célébrer la journée internationale de la langue Haoussa. Ce dialecte parlé en Afrique par plus de 50 millions d'âmes a été célébré le 26 août dernier en présence de notre correspondant permanent à Ngaoundéré, Eringeli. Reportage. Un journal parlé en langue Haoussa. À l'occasion de la journée internationale de la langue Haoussa,
Toute la communauté réunie dans la ville de Ngaoundéré s'est donné rendez-vous au quartier éponyme à l'effet de célébrer la vivacité de ce véhicule de la tradition, encourager son usage au sein des plus jeunes et prôner la solidarité, la fraternité et la cohésion entre filles et fils Hausa. Il y a le pays qu'on trouve la Hausa, par exemple ici au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Soudan, au Ghana, au Nigeria, partout dans l'Afrique. En Ngaoundéré comme partout ailleurs, la tauromachie ou jeu de la mort fait partie des attractions majeures qu'offre ce peuple à ses invités. La tauromachie, c'est un jeu. Ce n'est pas tout le monde qui peut monter sur un jeu. C'est un jeu hérité par un boucher. Il arrive toutefois des moments de frayeur. Pas de panique. Les chefs traditionnels ont réflexé poignes pour maîtriser le taureau par ses cordes. Cette année, en Ngaoundéré, il y a comme une transmission de cet héritage ancestral à la jeune génération. Ici, l'un des porte-flambeaux. Il se nomme Rabiou Djibril. On est en train de montrer à nos petits-enfants l'héritage. C'est comme ça qu'ils vont hériter. C'est comme ça qu'on a été chez nos parents. 50 millions de personnes en Afrique parlent le Hausa, ce qui en fait l'une des langues les plus parlées du continent. La santé dans ce 20h. Les richesses de la nature en exposition à Yaoundé depuis plusieurs jours. Des plantes traitées par des experts de la médecine moderne pour en faire des médicaments. C'est à la faveur de la célébration de la journée du médicament africain, un prétexte pour mouler des jeunes biochimistes et pharmaciens dans ce secteur. Alain Gisakanga et Bétan Tassé. Sur des étals en bois, des armes médicales se donnent ici en spectacle. Des médicaments fabriqués à base de plantes par des spécialistes de la santé. Des richesses de la nature, cuisinées aux épices de la médecine moderne. Des artifices qui brillent en marge de la célébration du médicament africain. Depuis un certain temps, nous avons initié le plan d'appui au développement et à la valorisation du médicament traditionnel au Cameroun et en Afrique. Donc il y a plusieurs institutions, donc le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur. Beaucoup d'institutions ont validé cette initiative. Donc il est question aussi pendant ces journées de voir le niveau de mise en œuvre de ce plan. Voilà, et le suivi des recommandations. Parce que vous savez, en Afrique, il y a souvent un problème avec la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. L'évaluation de l'innocuité et la maîtrise des prescriptions de ces médicaments africains sont quelques modules de formation destinés à une vingtaine d'étudiants de la faculté de médecine lors de cette célébration. Ils sont biochimistes, pharmaciens et médecins sous l'encadrement des experts de RIRCO. On peut apprendre comment nourrir les rats, comment garder les rats, comment sacrifier des rats et aussi comment faire des tests de toxicité, mais aussi tout autre test qui nous permettront de savoir est-ce que notre médicament que nous allons donner à un patient est de bonne qualité. Oui, la bioinformatique en fait nous permet de rechercher les nouvelles cibles pour les nouvelles molécules, pour répondre par exemple au problème d'une pandémie comme celle qui est actuellement en train de sévir. C'est la bioinformatique qui peut nous aider à révéler les nouvelles cibles, par exemple. Au cours de leur apprentissage, ils ont mis sur pied une encyclopédie de plantes qu'ils appellent Camerpedia, une sorte de carte qui répertorie les compositions et les toxines de chaque plante étudiée pour leur permettre d'identifier les gaps de recherche. Intéressons-nous à présent à l'agriculture. La Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun a tenu à Binkela, dans la région du centre, la première session du comité de pilotage du projet consulaire pour le développement de la porciculture au Cameroun. L'objectif est d'adopter et de valider les documents de pilotage au développement du projet. Arsène Kenyé et Samuel Ebakissé. Une bonne maîtrise de l'élevage des porcs passe par la construction d'un habitat adéquat pouvant permettre un bon suivi sanitaire. C'est du moins ce qui ressort des réflexions en vue du développement de la filière porcine au cours de la réunion du comité de pilotage tenue à Binkela, dans la région du centre, département de la Méfou et Akonor, par la Chambre d'agriculture. Au cours des accompagnements que nous avons apportés, un aménage
devant nos ressortissants pour voir ce qui est fait au niveau extérieur. Ils nous ont posé le problème du renforcement de leurs capacités ou du développement de la filière porcine, entre autres. Évidemment, ils ont posé sur d'autres filières, mais ils ont insisté sur la filière porcine. Alors, compte tenu du volume de demande, il nous a semblé important d'initier dans ce projet, qui est un projet d'accompagnement des ressortissants dans leurs initiatives liées à la filière porcine. À côté, les différents acteurs sur la houlette de Martin-Paul Mindios ont fait le point sur certains projets, notamment le renforcement des mesures de biosécurité avec un bâtiment fait à base de matériaux définitifs pour un suivi adéquat de l'activité, la question de l'alimentation et les moyens financiers pour la réalisation ont été évoqués. Il est question d'accompagner nos ressortissants à devenir des vrais professionnels, des vrais chefs d'entreprise. C'est cela à quoi se résume donc ce projet. Il ne reste plus que l'implémentation de cette pratique d'élevage pour assurer à nos porcs une bonne alimentation, un bon suivi sanitaire et gestion de la reproduction, surtout dans un contexte marqué par la vie chère au Cameroun. Accès au financement de l'action climatique, un atelier de validation de la note conceptuelle à soumettre au Fonds vert climat organisé à Garoua. Les deux rapports sur l'identification et l'analyse des pratiques et systèmes agroforestiers résilients au changement climatique dans la zone soudano-sahélienne ont été justement proposés pour être scrutés minutieusement. Reportage Eringele et Aïssa Toubouba. Pour accroître le financement de l'action climatique, le gouvernement camerounais, comme d'autres, cherche à se conformer aux exigences, aux normes et aux procédures imposées par les sources de financement. Des projets fiables doivent être élaborés. Les travaux de cet atelier vont aboutir à l'examen et à l'adoption de deux rapports. Donc nous appelons non seulement les experts, mais aussi les populations à contribuer véritablement et ceux qui représentent ces populations de pouvoir partager cela avec eux afin que les documents que nous allons soumettre au niveau du Fonds vert puissent prendre en considération non seulement les intérêts, mais aussi les spécificités de cette partie du Nord Cameroun que nous appelons la zone soudano-sahélienne, qui est la zone la plus vulnérable du Cameroun. Lorsque on regarde tous ces documents stratégiques, ces documents montrent que les changements climatiques ont un impact sur la vie des populations. Vous remarquerez ici que le nord et l'extrême nord sont les zones les plus touchées. Vous avez des inondations, vous avez des sécheresses qui sont vraiment bien remarquables. La sécurité alimentaire mondiale est menacée par le changement climatique. Les capacités de production des populations subissent de plein fouet ces phénomènes climatiques extrêmes, inondations et sécheresses. La promotion d'une agriculture plus respectueuse des écosystèmes en préservant les milieux naturels interroge également. Ce qui peut nous apporter après cet atelier, c'est que nous allons essayer de sensibiliser nos populations afin que nous puissions dynamiser la lutte contre le réchauffement climatique. Le MINEPDED, avec la FAO, enregistre des projets et programmes qui traitent explicitement de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets dans les secteurs agricoles. Ces travaux vont à coup sûr contribuer à la note conceptuelle. En religion, l'apôtre nigérian Johnson Suleiman voit le Cameroun couvert par un nuage sombre. Par sa venue au Cameroun, il voudrait briser les chaînes de la servitude et restaurer la paix dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du pays. Les détails avec Samuel Bayara. L'apôtre nigérian Johnson Suleiman voit le Cameroun couvert par un nuage de ténèbres. Par sa venue, il voudrait briser les chaînes de la servitude et par l'épée de l'évangile, restaurer la paix aux deux régions anglophones dévastées par 7 ans de guerre. Notre Père Johnson Suleiman arrive pour la paix. Sa venue est pour la restauration. Nous savons tous que le Cameroun a besoin de la prière. Notre Père ne vient pas au nom de sa chapelle, mais pour l'Église et l'unité de cette nation. Johnson Suleiman, l'homme vanté pour ses miracles, et comme un messie qui viendrait tout changer, ses émissaires préparent le programme d'évangélisation baptisé Mighty Turn Around Cameroun
au stade Omnisport de Bépanda, à Douala, du 13 au 14 septembre. Ça sera un moment où des vies changent. La promesse des moments d'accomplissement où le surnaturel est manifeste, des prières et un vent impétueux qui emporterait toutes les malédictions. Il arrive à Douala sur la base d'une révélation divine. Un choix justifié parce que c'est à Douala que Dieu l'a orienté. Johnson Suleiman revient au Cameroun après sa première caravane de miracles en 2017. Et à l'étranger, l'Angola entame un week-end d'hommage, du moins l'Angola est en plein deuil, disons-le ainsi. Eh bien, ce sont des hommages qui sont rendus à l'ex-président José Eduardo dos Santos, mort à 79 ans dans une clinique de Barcelone en Espagne. Dos Santos a régné pendant 38 ans et laisse derrière lui un héritage controversé. Lil Piedjou et Joseph Kouedjou. L'Angola entame depuis ce samedi un week-end d'hommage à l'ex-président José Eduardo dos Santos qui a régné son partage pendant 38 ans et laisse un héritage controversé quelques jours après des élections dont les résultats préliminaires sont contestés par l'opposition. Nous sommes ici pour saluer notre président, le président de la paix, le président de la réconciliation nationale, le président qui nous a aidés à traverser la guerre et nous vivons en paix grâce à lui. Avant des funérailles nationales dimanche, son cercueil couvert de drapeaux angolais a été exposé au public dans la matinée sur la place de la République à Luanda. Il est important d'être ici pour rendre hommage à notre compatriote José Eduardo dos Santos, car il a été un architecte de la paix et de la réconciliation nationale. Une douzaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour la cérémonie officielle. Au passage du cortège funèbre mené par des motards et la police montée, certains pleurent et d'autres chantent. Sur la place ouverte sur l'océan, des drapeaux noirs sont étendus tandis que des haut-parleurs diffusent une musique religieuse. Des messages sur des affiches à la gloire de celui, parfois ici surnommé Zedou, adieu président aimé pour toujours notre commandant, ou encore Zedou, l'homme du peuple. Le cercueil a été installé sous une tente avec un portrait et des brassées de fleurs blanches. Des militants du parti au pouvoir du mouvement populaire pour la libération de l'Angola passent devant la dépouille. Jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à croire qu'il est mort. C'est une grande douleur et nous n'arrivons pas à dormir depuis qu'il est mort le 8 août dernier. Quelques membres de la famille de l'ex-président sont présents, mais aucun de ses enfants. Certains d'entre eux étaient opposés au rapatriement du corps en Angola, mais la justice espagnole a tranché. Ces hommages interviennent quelques jours après le vote des Angolais pour choisir leur député dans un scrutin qui décidera du prochain président. Dans l'ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975, la tête de liste du parti vainqueur aux législatives est investie aux fonctions de chef d'État. Et c'est sur ce que se boucle ce 20h. Merci à tous de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.